Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast de la Chaise Bleue. C'est une édition officielle, un vrai podcast qu'on tourne en direct du Hanover Messe 2025, plus gros trade show manufacturier technologique au monde. On est présentement dans la 4e journée à s'amuser. On a rencontré plein de gens du Canada, de d'autres pays, et on a aussi rencontré M. Louis et Michael de l'entreprise Proco qui ont accepté de se prêter au jeu avec nous pour faire un podcast. Fait que merci messieurs de vous joindre à l'aventure avec nous. Cet épisode de La Chaise Bleue vous est fièrement présenté par GLM Conseil. Acolyte de la transformation dans votre entreprise à l'ère du numérique. Première des choses, avant qu'on parle d'entreprise, Proco, qu'on rentre dedans les sujets importants et j'aimerais apprendre à mieux vous connaître. Mais différemment qu'on s'est vu, là, on a déjà jasé au courant des dernières soirées, on s'est beaucoup amusé. Mais peut-être, je commence avec toi, Louis, d'où tu viens, background, qu'est-ce qui t'a amené à travailler chez Proco? Ben moi, en fait, ça fait 26 ans que je suis chez Proco. Je suis de formation de technicien en métallurgie de base, mais avec le temps, je suis allé me perfectionner je suis allé faire une maîtrise en administration des affaires avec mon ami Michael que j'ai rencontré là. Fait que c'est un petit peu ça qui m'a amené avec le temps. Je travaillais dans le fond, je suis directeur qualité chez Proco. OK. Donc, on travaille dans le contrôle qualité, l'assurance qualité, mais à un moment donné, on tombe un petit peu plus dans la résolution de problèmes parce qu'on veut que ces problèmes-là ne reviennent pas. Fait que là, on s'est perfectionné un petit peu plus dans l'amélioration continue. Puis, on avance, on fait différents projets avec l'amélioration continue, mais on se rend compte assez rapidement que des fois, il y a des limitations ou il y a des technologies qui peuvent s'intégrer, qui peuvent aider dans certains aspects. Fait que là, on a passé un autre niveau qui est un petit peu plus là, dans l'innovation. Puis, je suis beaucoup impliqué là, dans tout ce qui est la transformation numérique dans l'organisation. Tu es un petit natif du lac Alma? Oui. Ouais? Oui. Fait que tu es made in Alma, puis là, présentement, tu opères dans une usine Alma. Là. Exactement. Notre usine actuelle, c'est dans mon village natal. C'est pour ça que c'est les seuls gars qui sont capables de nous suivre la semaine à date. Là. C'est moi qui parle la voix avant. On est parti avant eux, je pense, hier même. Là. Ça, je tiens à le dire. Michael, toi, parle-nous un peu de toi. Bon, Michael Desgagnés et non Michael. Non, c'est correct. Moi, je suis issu de plein d'affaires différentes. J'ai fait 3 decks plus jeunes. J'ai fait aussi un bac en administration, un bac en informatique, la moitié d'un bac en génie. Je me suis tanné, j'ai eu mon entreprise. Je l'ai fermée. Je suis allé travailler dans le manufacturier. Après ça, MBA. C'est là que j'ai connu Louis. Fait que j'ai un genre de background bizarre de gars qui peut parler avec le terrain comme tel, là, vraiment la production, le corps de l'entreprise, de ce qu'on fait. Là où la valeur se génère, dans le terrain. Exactement. Dans le terrain plancher d'usine. Parce que je comprends le processus, je comprends ces choses-là. Puis ensuite de ça, je peux remonter au niveau administratif, travailler avec des états financiers ou travailler avec le board de direction, planification stratégique, ces choses-là. Fait que c'est comme une bébite qui est un satellite autour de tous les départements de Proco. Il y en a quand même plusieurs des départements. C'est quoi le titre ou le rôle qu'ils ont donné à ce que tu fais là-bas? Au début, on appelait ça chargé de projet interne. OK. Mais une entreprise de construction, si tu es chargé de projet, tu bâtis. C'est pas ça que je fais dans la vie. J'ai pas fait génie civil. C'est la seule chose que j'ai pas faite. Mais au-delà de ça, là, on a changé le titre à un moment donné parce que j'avais de la misère justement à trouver un titre qui le définissait. Puis on a mis analyste en intelligence d'affaires parce que c'est ce qui se rapproche le plus, si on veut, de ce que je fais au quotidien. Ouais. Créer des indicateurs de performance, aller farfouiller, si on veut, à l'intérieur des bases de données, extraire ces informations-là parce qu'on a beaucoup de sortes de bases de données différentes là, en fonction des départements. Puis il fallait faire parler tout ça, détruire, briser la culture en silo où ce que tous les gens présentement veulent beaucoup communiquer avec les autres. Mais on a de la misère à faire un extrant qui se transforme en intrant dans l'autre département en temps réel. Fait qu'il faut toujours avoir... je vais laisser Louis dire c'est quoi qui est le plus important par rapport à une nouvelle. Qu'est-ce qui est pire qu'une mauvaise nouvelle, Louis? Oui, c'est ça. Dans le fond, c'est un petit peu ça qu'on
qu'on utilise pour convaincre les gens d'embarquer là-dedans, c'est qu'est-ce qui est pire qu'une mauvaise nouvelle? Peut-être que vous le savez, mais c'est la mauvaise nouvelle que tu sais en retard. Fait que plus tu as accès à ton information rapidement, si tu es capable d'avoir live la donnée, ben il te reste, tu as du temps pour prendre des meilleures décisions. Puis, fait que tu sais, probablement que ça va te coûter moins cher. Parce que si tu réagis une semaine, un mois après, ben, tu sais, il est trop tard, là, ça te coûte trop cher. Nick, je pense qu'on va l'utiliser celle-là maintenant. C'est comme la question Germain Lamonde, on va faire la question Proco. Qu'est-ce qui est pire qu'une mauvaise nouvelle? Une mauvaise nouvelle en retard. Je pensais que tu allais le dire jusqu'au complet. J'ai pas la paternité de ça, mais je me souviens pas de où ça vient. On peut-tu te l'approprier? Je vous la laisse. On va la citer Proco. Écoutez, messieurs, j'aimerais ça, dans un sens plus large, comprendre qu'est-ce que Proco. T'sais, c'est quoi la mission de l'entreprise? Qu'est-ce que vous faites? C'est quoi la valeur que vous générez dans le marché? Ça fait 26 ans que tu es là, entre autres. Louis, il y a plusieurs choses que tu as dû voir, mais comment est-ce que tu présenterais l'entreprise pour tous ceux qui nous écoutent? En fait, Construction Proco, c'est un fabricant et un installateur de structures d'acier. Et aussi, on a une division qui fait la pose de revêtements métalliques, toute l'enveloppe du bâtiment. On est aussi entrepreneur général, fait que ça arrive à l'occasion qu'on va faire un projet de A à Z pour des clients. Fait qu'on couvre l'ingénierie, l'architecture, la fabrication, le soudage, la peinture, l'installation au chantier. On est actuellement 530 employés. Fait que c'est une entreprise du Saguenay-Lac-Saint-Jean. On a deux ateliers, une à Saint-Nazaire, tout près d'Alma, et une deuxième à Saguenay, dans l'arrondissement de l'Abbé. C'est un petit peu ça. Ce qui est capoté souvent dans ce type d'entreprise, c'est que tu as plusieurs modèles d'affaires différents. Exactement. Quand tu arrives pour une équipe d'amélioration continue, agrémenter quelqu'un de TI, mettons, de 4.0 qui vient agrémenter ce que vous faites, c'est capoté parce que tu as de la fabrication sur mesure, tu as la dimension service, tu as la dimension gestion de projet, vous faites entrepreneur général aussi, et tu as l'installation chantier, qui est un autre game, d'aller collecter les données sur le chantier en temps réel, c'est capoté. Comment vous faites pour prioriser quel projet on travaille en premier? Parce qu'il ne peut pas être partout en même temps, puis toi non plus, là, c'est sûr. Puis il n'y a rien de pire dans la vie que de commencer 20 projets puis de ne pas en terminer un. Fait que comment ça se gère, ça? C'est une excellente question. Tu sais, avec le temps, tous les projets d'investissement et d'innovation étaient gérés par chacun des directeurs, puis ils avançaient le projet. En mon vieux silo, ce que tu veux dire? Chacun avait son enveloppe. Oui, ça ressemble un petit peu à ça. Fait que là, à un moment donné, on a des ressources comme Michael qui touche à tous les départements. Fait que Michael, il met son temps sur quoi? Ou moi, fait qu'il faut être un petit peu mieux coordonné. Fait que ça fait quelques années qu'on a mis en place un bureau de projet interne. OK. Fait que c'est un comité de gestion de nos projets d'amélioration qu'on fait une fois par semaine. Tous les directeurs sont invités, les gens qui sont impliqués dans les projets d'innovation. On fait notre avancement de nos projets, on regarde un petit peu les embûches, on parle de veille technologique aussi à cet endroit-là. Fait qu'il y a justement un salon d'Hanover Mess. Vous êtes à la bonne place, les honnêtement, là, pour en rapporter des veilles. Exactement. Pour ces meetings-là. Fait que, puis là-dessus, on va mettre un ordre de priorité de nos projets. Fait qu'un petit règle de bénéfices efforts de chacun de nos projets. Puis je trouve ça intéressant, le comité de pilotage, parce que je vais vous conter une histoire comment nous, on a maturé là-dedans. J'écoutais à la télé avec les enfants, j'écoutais Astérix. Tout le monde connaît Astérix. Hein? Puis à un certain moment, Noah, mon plus vieux, il dit « Père, c'est quoi la job à Astérix? » Tu sais, là, il dit « Il y a le forgeron, il y a le pêcheur, là, le poissonnier, t'as le druide, t'as le chef. » Là, je réfléchissais, puis là, je pensais à l'amélioration continue, puis j'étais comme dans ma tête au travail. Là, des fois, tu écoutes la télé, mais tu règles des problèmes que tu n'as pas vu venir ou une nouvelle qui n'était pas encore prête. C'est ça de même. Puis là, je réponds à Noël, je dis, à fond, c'est le pilote de la transformation. Là, il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, j'ai dit, tu sais, c'est lui qui gère les traditions avec l'externe puis l'interne, il rassure les gens sur les changements, qu'est-ce qui s'en vient, puis il va chercher l'expertise ailleurs. Fait que c'est ça la job à Astérix, c'est le pilote. Là, mon gars, c'est le pilote, il chauffe quoi, tu sais. Là, je suis revenu au travail le lendemain ou la semaine d'après. Bon, Nicolas, on s'est mis à réfléchir, tu sais. Les entreprises, c'est comme un village gaulois.
Tu as beau être 500, 200, 2000, tu as tout le temps l'impression que tu es en sous-effectif versus le marché. T'sais. Puis il y a une sauce que Proco a, une sauce, c'est quelque chose que vous avez qui est magique. Et justement, le village, ben, il reste fort, qu'il arrive n'importe quoi à l'externe. Mais l'important, c'est que le village évolue par contre. Fait que, le comité de pilotage, où je vais faire le wrap-up, c'est que l'important de ce comité-là, c'est qu'il faut que les règles soient définies. C'est pas parce que tu es le président de l'entreprise que tu es le pilote de ce comité-là. T'sais. J'aimerais ça vous entendre. Comment vous avez structuré ce comité-là? Puis est-ce que c'est les mêmes rôles, exemple, le directeur général dans ce rôle de comité de pilotage-là, les mêmes fonctions, où vous avez réussi à établir les règles de fonctionnement du village sur les missions? T'sais? Ben, en fait, c'est très collaboratif comme comité. Fait que, moi, je l'anime, mais Fait que c'est toi, Astérix. Ben, Ouais, on c'est pourrait toi, dire ça. Astérix, là. Fait que c'est pour ça Je cours pas aussi qu'Astérix, vite, mais... c'est l'histoire de Louis en Allemagne, là. C'est ça? Exactement. Fait que mais moi, j'anime l'équipe, mais il n'y a pas de niveau hiérarchique de l'équipe quand on se parle à ce comité-là. Mais le directeur général peut assister à des rencontres. Il y a l'occasion. Il n'assiste pas toujours à toutes les rencontres, mais au moins, une fois à l'occasion, chacun des directeurs vient aux rencontres pour se tenir au courant de l'avancement des projets, pour amener aussi des fois des nouveaux projets ou s'informer sur ce qui se passe dans la gestion des projets. Fait que c'est un petit peu ça là, qu'on met de l'avant. Puis Toi, Michael, tu vas-tu souvent dans son meeting? J'ai pas le droit de le manquer, moi. OK. Je veux dire, sur combien qu'on a de projets, des fois décrits, quelque chose comme on les avait comptés là, dernièrement, on avait 70 peut-être. On a un portefeuille de peut-être 70 projets, d'idées qu'on a mis dans la liste qui vaut la peine d'avancer un jour. Mais là-dessus, des fois, on n'a pas la solution, mais on continue à faire de la veille pour voir si on peut le devancer, mais on manque pas d'idées pour l'instant. Là. Des fois, ces projets-là d'innovation, c'est pas nécessairement des projets informatiques ou qui requièrent des connaissances techniques extraordinaires, mais c'est des fois des changements au niveau mécanique de quelque chose ou bien pour améliorer la production, tout ça. D'ailleurs, il y a des programmes à l'interne en plus pour que les employés amènent des solutions à des problèmes. Puis il y a des concours au travers de ça, il y a des prix, il y a des voyages dans le sud, des choses comme ça. Est-ce que ça lève, ça, dans la culture d'entreprise, le bon vouloir des employés de rapporter des opportunités d'amélioration, justement? Clairement. Ouais. C'est un programme d'amélioration continue qu'on a mis en place, ça fait c'est en 2006 en fait, puis qui dure encore dans le temps. Fait que c'est pas loin de 250 à 300 idées d'amélioration que les travailleurs apportent. Par année, ça. Par année. Fait que, ça génère beaucoup de petites opportunités. Des fois, c'est des choses simples qui peuvent être faites au niveau du plancher. C'est exécuté pratiquement rapidement. Mais des fois, ça pousse à des projets d'innovation. Fait qu'on prend le temps de regarder tout ça. Puis ça nous alimente beaucoup là, à trouver les meilleurs projets. J'ai une petite anecdote par rapport à ça. Puis c'est pas une anecdote Proco, fait que c'est correct, on peut en parler. Mais il y a une certaine entreprise, une grosse entreprise aussi dans la région, à un moment donné, qui avait des gens que le 40e, puis ils partent à la retraite ou des choses comme ça. Fait qu'il reçoit son cadeau devant tout le monde et tout, puis OK, viens en avant, donne un discours et tout. Son discours, ce qu'il disait, c'est j'ai passé 40 ans de ma vie ici à donner mes mains puis mon cœur à travailler. Puis il dit, pour pas une scène de plus, il aurait pu aussi avoir ma tête. Dans le sens que il aurait pu avoir mes idées, mais il les prenait pas. Ouch. Nous autres, on a transformé ça en il y a de la valeur dans les gens. Ils travaillent au quotidien dans quelque chose. Puis on essaie d'avoir tout le temps une culture de y a-tu quelque chose qui te tanne? Y a-tu quelque chose qui est répétitif qu'on pourrait changer? Y a-tu quelque chose. Fait que, tous ces petits quick wins-là qu'on appelle, on essaie d'en faire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis souvent, ils sont même pas ramenés au comité, ils sont même pas envoyés des fois en étincelle, qu'on appelle, qui est notre programme. Parfois, je suis dans l'usine, je vois quelque chose, ils me disent quelque chose live, je m'en vais à mon bureau, je programme 3-4 affaires, je reviens. C'est tout ça que tu veux. Puis de façon itérative, à la fin de la journée, il y a sa solution, puis il est content. Quand moi, je peux m'en occuper. Quand c'est mécanique, là, ça va être quelqu'un d'autre ou quoi que ce soit. Mais tu sais, on essaie d'adresser rapidement parce que si ça prend des mois,
La personne décourages va les gens, là. penser qu'on s'en occupe pas. L'engagement, là, c'est sûr. C'est là, ça. Il va être content de nous amener des nouvelles parce qu'il va dire OK, ils me respectent, sont intéressés par mes idées. Puis c'est vrai qu'on est intéressé. Je veux dire, si on est rendu à 550 et presque, ben c'est un à la fois. Là. Puis, tu sais, également, ce qu'on essaie de faire, c'est d'éveiller le plus possible les employés à toutes les nouvelles technologies, à tout ce qui se fait dans la transformation numérique, pour qu'après ça, tu sais, ils associent, qu'ils comprennent ce qui peut être possible, puis que eux demandent des solutions ou proposent des choses. Fait que ça, on le voit, là, il y a vraiment une évolution de ce côté-là. Fait que c'est clair qu'on prend le temps là, à l'occasion de transmettre le maximum d'informations pour que les gens comprennent qu'est-ce qui est possible avec le virage numérique. Là, on est le 4e jour d'Hanover Mess cette année. On est rendu jeudi. Est-ce qu'il y a des solutions ou des partenaires que vous avez rencontrés à travers le salon qui a une opportunité à ramener à la maison ou une veille ou est-ce que vous avez vu des belles choses ou c'est plus d'inspiration pour l'instant ou Les soirées s'étiraient trop pour que je vienne le jour. Non, c'est. Là, c'est votre patron aussi. Non, je te dirais que la première journée, on était en exploration. On ne savait pas trop ce qu'on venait chercher et tout ça. Mais la deuxième journée, c'est comme on n'a pas embrayé en deux. Je pense qu'on a embrayé en 5e tout de suite. Il s'est passé quelque chose. C'est vraiment étrange, mais on a une vision exactement très claire. Puis d'ailleurs, on a fini de la clarifier tantôt. Sur c'est quoi notre prochain step au niveau de l'usine, notre usine un peu 4.0, avec toute la logistique de gérer les lots, gérer des révisions, être capable de mettre ça avec des doubles numériques, quelle technologie de transfert d'informations on va utiliser, comment qu'on va structurer les programmes. Écoute, on avait beaucoup de morceaux déjà faits. Ça, c'est la différence entre complexe et compliqué. On n'arrête pas de dire ça. Mais quelque chose de complexe, compliqué. C'est compliqué. Quelque chose de compliqué, c'est quelque chose que tu n'as pas nécessairement toutes les briques. Il te manque des parties de solution. Fait que quand on est arrivé ici, le projet d'informatisation de l'usine était un projet complexe. Compliqué. Putain de la misère entre les deux. Tandis que complexe veut juste dire qu'on les a toutes, les parties du gâteau. Mais là, il faut les faire. Mais il n'y a pas d'inconnu, il n'y a plus de choses sur lesquelles on a l'impression qu'on va se cogner les dents, les genoux ou ben, la tête. Donc, ce que ça apporte ici, justement, là, toute cette effervescence d'informatique, de système. Des fois, c'est pas juste un kiosque, c'est le mélange de 8 kiosques ensemble. Chacun a un bout de la solution. C'est comme si on intégrait tout ça. Fait que c'est sûr que tu peux pas intégrer ça le jour 1. Tu l'intègres le jour 1 peu, au jour 2, au jour 3, au jour 4. On s'inspire, puis mettons qu'on simule qu'on va dans votre comité d'amélioration continue, là. On se projette dans un mois, puis on arrive au meeting. Puis là, tout le monde qui n'a pas eu l'opportunité nécessairement de venir, ils sont comme « Hey, on a hâte de voir la veille, là. » Quel kiosque, technologie, robot, logiciel, j'arrête. Vous comprenez que vous avez vu que crime ça, là, il faut le ramener juste pour inspirer les gens. Puis c'est de la formation, c'est de l'inspiration, de l'éducation. C'est par là, c'est la base. C'est la meilleure chose que vous faites, les veilles. C'est quoi qui est écrit sur le papier? De quoi on parle? On arrivait dans le meeting, au début, c'est veille. C'est clair qu'il n'y aura pas juste une chose. On a. Le fait de faire déjà. On avait déjà fait une veille, puis on a un portefeuille de projets. C'est des idées qu'on voit un petit peu s'en venir. On se dit que c'est de quoi qui est possible, mais des fois, on n'a pas la connaissance, on n'a pas la solution facile pour aller. C'est le quoi, mais pas le comment nécessairement. Comment, c'est ça. Fait que là, ce qu'on voit, ce qu'on a vu cette semaine, c'est des partenaires, des gens qui ont la connaissance, puis qui ont, ils l'ont l'idée. Puis oui, il y a les kiosques, mais il y a beaucoup d'informations qu'on va avoir. Dans la délégation directe, les participants qui sont là, les échanges. La délégation du Québec était super. Toutes les discussions qu'on a eues, là, il y a beaucoup de
beaucoup d'informations. Tu sais, qu'on parle de nos projets, puis, mais tu sais, il y a telle solution, on va voir à tel kiosque. Tu sais, des fois, on passe à côté d'un kiosque, mais c'est dur de voir exactement qu'est-ce qu'ils peuvent offrir. Fait qu'on a des références comme ça. Tu sais, entre Québécois, on est capable de se partager puis de s'échanger. Puis ça a été super bénéfique. Ce que tu dis, c'est vraiment beau parce que c'est une des choses qu'on a le plus de besoin de s'entraider entre nous. Puis de l'ouvrir le jeu maintenant, puis d'apprendre à mieux hybrider ce qu'on fait, mieux collaborer au lieu de se battre entre nous. C'est vraiment beau. Au travers des discussions que tu as eues, les gens de la délégation, est-ce qu'il y a une personne ou une entreprise à qui tu aimerais lancer un coup d'eau ou un good job? Pour vrai, ça m'a donné un coup de main, la discussion qu'on a eue. Ça a fait progresser mon idée. Tu sais, s'il y a une personne que vous aviez à nommer ou à dire, ça pourrait être qui? Je vais donner un exemple par rapport à... Il y a un produit qu'on essaie de mettre en place, à développer ou intégrer ou quelque chose qui nécessite beaucoup de pièces à mettre en place là, par rapport à de la vision, de la robotique, tout ça, pour faire de l'ébavurage de pièces, en tout cas des procédés robotiques, mais qui nécessitent probablement un peu d'IA, un peu de reconnaissance de forme au travers, puis que le code se fasse en temps réel pour faire des mouvements. Puis on a essayé on va dans tout ce qu'il y a de show en lien avec l'industrie de l'acier, avec l'industrie de la construction. Ils n'ont jamais la solution qu'on cherche, fait qu'on sait qu'il faut la développer. Donc là, on se promène, on va dans différents kiosques. Puis à un moment donné, on tombe sur un monsieur. Puis, écoute, on a failli passer douette. Mais il y avait une machine à polir, robotisée. Fait que là, je me mets à parler avec. J'ai dit, là, ta polisseuse, je la change pour un buffer, puis je paye sur la pièce, puis j'ai toute ma gestion. Mais j'ai dit, c'est-tu quelque chose qu'il faut que je code à chacun? Parce qu'on est tout le temps dans ce qu'on appelle du high mix, low volume. On a beaucoup de pièces différentes. Je ne veux pas commencer à coder tout ça. Non, il n'y a pas de problème. Ils me montrent le système de vision qu'ils ont, qui permet de faire des tracés et tout ça. Là, pendant que moi, je parle avec le gars, Louis est en train de regarder des affaires dans le kiosque, puis il voit une petite feuille d'érable en bas. On ne savait pas tout. C'est un intégrateur en Ontario qui a exactement la solution qu'on cherche depuis 2 ans, qu'on fouille partout, puis qu'on essaie d'intégrer. Puis je dis là, il faut aller voir. Là. Mais c'est prêt. Est-ce que vous connaissez Métallus à Drummondville? Sylvain, non? Parce que eux, ils fabriquent toutes les pièces qui fabriquent les ambulances. Dans le fond, c'est ça qu'ils fabriquent, eux autres, là, mais ils ne fabriquent pas l'ambulance. Ils font comme la sous-traitance industrielle. Puis tout le département de bavurage, sablage, c'est plus des gens qui font ça. Là. C'est 100%. La pièce, elle peut changer, puis le robot va s'adapter au changement de pièce. Il y a toujours du gabarit à faire et tout, là, mais puis ça existe quand même beaucoup au Québec. Là. Ouais. Je me suis toujours dit que ça devait exister parce que c'est pas quelque chose de si incroyable à penser. À votre entreprise. Là. Non. Clair, le défi de reprogrammation des pièces sur mesure à chaque fois, ça prend plus de temps de programmer le robot que de faire la pièce directement. Là. C'est pas unique comme problématique. C'est sûr que je pense à des gens comme Metal Marquis aussi, qui avaient cette problématique-là, avec l'innovation qu'ils ont faite. Fait que ça y va un peu dans la même veine. Fait que, on peut s'inspirer avec ces gens-là. Fait que, félicitations. C'est un bon coup d'eau pour collaboration. Les gars, on est assis présentement sur le bord du feu. On a chaque Canadien, on se réchauffe un peu, même si les journées sont vraiment belles à Hanovre. J'aimerais savoir, qu'est-ce qui vous allume le plus au travail? Qu'est-ce qui vous donne une bûche au travail pour alimenter votre feu intérieur? Parce que l'amélioration continue, tu as besoin de toujours en vouloir plus, de continuer, faire rouler la roue. Qu'est-ce qui vous alimente au travail pour réalimenter votre feu intérieur? On a une entreprise qui a une très bonne réputation, qui est très appréciée par ses clients. Puis ce qu'on voit depuis un certain temps, c'est la capacité de production qu'on doit augmenter. Mais c'est pas évident avec le recrutement, avec le vieillissement de la population. On est allé chercher beaucoup de travailleurs étrangers pour nous aider. On le sait qu'il faut automatiser. On travaille énormément là-dessus. Beaucoup de robots. On est rendu 9 têtes de robots là, qui virent dans notre atelier. Fait que, malgré ça, le défi est énorme. Puis on sait que pour Proco, il y a encore de la place à prendre sur le marché. On travaille beaucoup au Québec, mais il y a de la place là, qu'on pourrait travailler à l'extérieur, dans d'autres provinces. Fait que, c'est un petit peu la mission actuellement dans la planification stratégique de l'entreprise d'augmenter notre capacité puis
sais, là, on voit que avec ce qui se passe, la transformation numérique, les solutions qui sont là, tu sais, il y a des choses incroyables, là, puis il y a des choses qu'on pourrait mettre en place qui pourraient grandement nous aider. Fait que, tu sais, on est super allumés, là. Moi, Mickaël, on passe beaucoup d'heures à rêver puis à se faire des scénarios. Mais tu sais, c'est vraiment stimulant. Là, puis Augmenter la capacité. C'est les plus beaux problèmes à avoir en entreprise. Oui. Hein? C'est le manquer de vente qui est le pire. Là. Ben, quand l'opportunité est là, il y a des ventes qui sont là, de gérer sa capacité. Quand la charge de travail est rentrée, c'est des opportunités d'amélioration. Oui, et c'est les plus belles à avoir dans la vie, pareil. Là. Exactement. Fait que, tu sais, on est très motivé par ça. Puis, tu sais, on travaille avec des partenaires super. On a vu, tu sais, aujourd'hui, il y a un pavillon, il y a une exposition de Hatch de l'autre côté, qui est un de nos grands clients. Puis le projet qui est exposé là-bas, c'est le projet que Proco a construit. Est-ce que tu le savais avant de venir? On le savait pas. Tu sais, on arrive ici, on est en Allemagne, Hatch fait une présentation d'un kiosque, puis le vidéo, le bâtiment qu'il présente, c'est le projet que Proco a construit avec eux. Fait que, tu sais, c'est vraiment le fun. Puis, tu sais, il y a aussi un élément qu'on vit du côté canadien, c'est que de plus en plus, il y a une pression avec les fabricants internationaux. Fait qu'on a une présence il y a certains clients qui vont aller chercher du cheap labor dans d'autres pays, puis ils livrent l'acier au Canada. Fait que c'est le gain qu'une entreprise canadienne peut avoir sur ces entreprises-là, c'est le délai. Le délai de livraison, parce que souvent, des projets miniers, des projets industriels, le délai est important. Fait que si la mine peut être en opération plus rapidement, ben, c'est des revenus supplémentaires pour le client. Ça fait partie du deal pour eux. Fait que si on est capable d'offrir aux clients un bâtiment qui peut-être va coûter plus cher, mais qu'on va être capable de le livrer plus rapidement, ben, ça crée de la valeur à nos clients. Fait que tout ce qui est d'automatisation, on regarde ce qu'on a vu la présentation tantôt avec vous, là, de l'autre côté, les jumeaux numériques, le digital twin. C'est toutes des choses qu'on veut aller chercher du data, on veut chercher de l'information pour mieux se planifier, pour être capable d'être capable de contrôler notre capacité puis de réduire nos délais. Fait qu'on est très... Fait que ça va être sa liste des projets, les gars. Le jumeau numérique, les simulations, c'est clair, ultimement, l'optimisation de l'ordonnancement de plein de choses en amont, calculer des scénarios pour après lancer les journées de travail qui soient les plus efficaces possibles et productives. Exactement. Ah ben, j'aimerais ça avoir cette liste-là un jour. Elle doit être belle. Elle doit être belle. Je veux pas accélérer la fin non plus du podcast, mais j'ai une question à vous poser avant, puis ça s'appelle la question de l'enquêteur de police. Vous êtes prêts? Y a-t-il quelque chose qu'on ne sait pas, qu'on devrait savoir sur Proco? Tu sais, quelque chose ou sur vous autres qu'on ne vous a pas posé comme question, une question qu'on aurait dû vous poser, ou quelque chose qu'on ne sait pas, que les gens qui vont écouter ça à travers le Québec et même autour, qu'est-ce qu'on devrait savoir sur Proco? C'est une excellente question. Peut-être qu'on a déjà répondu, là. Il y a sûrement beaucoup de choses qu'il faut apprendre sur Proco, là, mais... Je peux dire que c'est Proco qui a construit la super poutre sur le pont, qui a sauvé le pont Champlain. On a participé au Falcon Stadium aussi. Oui. On ne l'a pas utilisé 2 fois, la poutre? Oui, peut-être qu'elle a servi quelques fois. Mais je vais le rapporter à plus que Proco, je vais le rapporter à l'industrie en général. Ce qu'on voit ici du Canada, ce qu'on fait, on ne sait pas ce qu'on fait. Quand on est au Québec, quand on est au Canada, les gens ne peuvent pas être fiers de ce qu'on fait parce qu'ils ne le voient pas. Ils ne savent pas que ça vient d'ici. Quand on passe dans le parc des Laurentides, puis qu'on croise dans le coin de Stoneham, le beau pont architectural. Tu arrives au Japon, là. Oui. Ben, ce pont-là, c'est nous autres qui l'avons fait. Les gens ne le savent pas, mais tout le monde qui vient dans la région connaît Proco, mais c'est quoi nos réalisations? C'est pas connu, mais ça s'adresse à toutes les entreprises. C'est essayer de montrer à quel point vous êtes innovant, vous travaillez fort, puis ça donne comme un boost de « on est capable ». Tu sais, parce que souvent, on voit dans les médias ou des choses comme ça,
certaines réussites, mais on dirait que des fois, ça va sous le volet. N'essayez pas ça à la maison, chers amis. Ceci est difficile à obtenir et il a fallu de nombreux efforts et ça va être très... Mais les gens passionnés vont créer des valeurs comme ça, puis ils vont pas avoir des barrières, vont pas... Mais la façon d'alimenter ces passions-là, c'est en montrant ce qu'on fait pour qu'un Québécois soit fier de ce qu'on fait, puis que lui-même soit prêt à dire « Hey, moi, je veux en faire un peu plus aussi. Je veux contribuer à cette innovation-là. Je veux faire partie du Québec. Je veux avoir mon nom là-dedans. » Tu sais, l'an passé, dans la dernière année et demie, je me suis impliqué beaucoup à la Bibliothèque des Archives nationales à Montréal. C'est toutes les archives des histoires des villes, l'éducation et tout. Puis en parlant avec les gens qui sont sur le board, dont Hector Giraldo, qui est comme sur le CA de la Bibliothèque des Archives nationales, il mentionnait que toutes les villes, toutes les populations ont grandi à cause des industries. Il n'y a pas une ville au Québec qui s'est créée par dire « Ah, j'ai le goût de vivre ici, je vais créer une ville. » Il y a toujours eu « Hey, il y a une rivière, il y a la forêt, il y a de la roche. » C'est toujours l'exploitation des ressources qui nous a amenés à créer des villes. Le sujet le moins documenté à la Bibliothèque des Archives nationales du Québec, là, c'est les manufacturiers. C'est comme si les gens qui avaient écrit l'histoire s'étaient toujours appropriés avec l'éducation, avec la religion, avec l'art. Mais le manufacturier n'est pas documenté. Ça veut dire que si tu prends les archives, de savoir, exemple, que le pont Bellefleur, ça a été fait par le grand-père à Bellefleur à Saint-Constant, puis que toute cette histoire-là, elle n'est pas écrite. C'est dommage. Puis il n'y a personne présentement qui se prétend la personne qui va le faire. Tu sais, comme on avait un premier ministre à l'époque, là, comment il s'appelait? Il avait écrit l'histoire du hockey tout d'un coup pendant qu'il était premier ministre, comme la mairesse avec sa bande dessinée à Montréal, là, en tout cas. Mais tu sais, il n'y a personne au Québec qui a pris le flambeau de se dire « Hey, repartons 3, 4, 5 générations, puis documentons cette histoire-là, parce que c'est notre histoire qui nous appartient. » Puis peut-être qu'avec le podcast, on va y contribuer un peu, mais On va mettre ça sur notre liste d'idées de notre côté, sur notre veille technologique. Écoutez, messieurs, après les deux, ce que vous venez de mentionner, je m'en allais dire après ce que tu venais de dire, puis là, Ben en a rajouté, qui est tout aussi intéressant. Tout ce que j'avais à vous dire, c'est drop the mic. Hey, merci, messieurs. Hey, passez un beau show, les gars. Hey, merci Merci beaucoup d'être prêts. Merci, on se revoit. Cet épisode de La Chaise Bleue vous a été présenté par GLM Conseil. Acolyte de la transformation dans votre entreprise à l'ère du numérique.